La transcription ici. Il y a la bureaucratie de l'université et il y a la bureaucratie de Microsoft Teams. Donc, je n'ai pas besoin de ce sous-titre-là, du sous-titrage, mais quand même, c'est obligatoire et il faut changer à chaque fois la langue. Donc, c'est bon. Donc, je dis par message à Noah plutôt, je vais ouvrir encore une fois l'activité de la problématique. Et donc, si vous voulez réviser quelque chose, corriger quelque chose, c'est possible. Donc, vous me rendez l'activité jusqu'à ce soir, encore une fois. D'accord? Et pour les questions de Noah, peut-être ça vous concerne ici, je vous demande à chaque nouvelle étape d'intégrer les corrections que j'ai faites. D'accord? Então, a cada etapa, a primeira etapa foi o sujet. Então, as correções que eu faço do sujet, elas precisam ser incorporadas nas etapas seguintes. Então, por exemplo, se no sujet eu falei que as referências bibliográficas precisavam estar de acordo com a BNT, então vocês precisam ir atrás das normas da BNT. Eu acho, não tenho certeza se eu colei na atividade o link, senão eu faço isso mais tarde para vocês, o link de um PDF da Biblioteca Central aqui da UNB com as normas. Então, é só reproduzir o que está ali, não precisa entrar muito em detalhe. É para tipo de documento básico que a gente usa aqui, né? Um artigo, um capítulo de livro, um livro, o mais básico, né? Mais complicado, às vezes é website ou vídeo, algumas coisas assim, que mesmo assim não são tão complicadas, mas as referências que a gente usa com mais frequência aqui são essas, né? Artigo, capítulo e livro completo. Então, eu posto lá e aí é só reproduzir, seguir um pouco a norma. Encore, je fais normalement les corrections aussi d'orthographe et de grammaire. Donc, s'il y a des problèmes d'orthographe ou de grammaire, je fais la correction et je vous demande d'intégrer ça dans les prochaines étapes. Parce que sinon, je corrige encore une fois et je réduis la note en raison de la non-correction. D'accord? Donc, intégrer les corrections d'orthographe, de grammaire et la BNT aussi. Marc, est-ce que tu veux me poser une question? Non, non, c'est bon. Ah ben, ok. Donc, voyons. Ouais. Donc, vous avez ici le programme du cours complètement refait, raturé. Et j'aime bien cette esthétique-là. Et donc, aujourd'hui, on est le 15 mars. Je vous ai demandé un cours de plus parce que oui, parce qu'en fait, on a eu besoin de plus de cours pour le surréalisme. Et aussi, on a fait le rattrapage des cours que nous avons perdus. Sinon, tout se passe bien. On n'a rien perdu, en fait. Et donc, nous sommes le 15 mars 2022 pour ces cours de panorama de la littérature française. Et j'ouvre le chat ici. Ah, d'accord. Ellen, sur l'activité sur la poésie des avant-gardes. Je peux encore afficher l'activité, mais je vais essayer de le faire aujourd'hui. Hier, j'étais un peu débordée parce que c'était je pensais qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui était la date finale pour soumettre les projets de PIDIC. Et en fait, PROIC nous a donné une semaine de plus, raison pour laquelle j'ai un peu plus de temps libre
aujourd'hui, je vais faire l'activité et je vais vous donner 2 semaines pour la répondre. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, aujourd'hui, on commence l'existentialisme de Sartre, parce qu'on va on va se concentrer plutôt sur Sartre. Mais je vais parler un peu de façon générale de l'existentialisme et comme je vous ai dit, on aura 3 cours pour parler de l'existentialisme et de l'absurde de Camus. Par contre, je commence aujourd'hui à commenter l'étranger de Camus parce que Noah m'avait posé cette question aussi. Noah, comme vous êtes là aussi, comme tu es là, dans le programme de cours, celui-là, nous avons ici, juste après le chronogramme de cours, la notation ou les notations, c'est-à-dire la distribution des points de toutes les activités. Donc, comme je vous ai dit, l'activité que je vais faire aujourd'hui sur la poésie des avant-gardes, notée sur 15 points. Puis, on aura l'activité d'Albert Camus, 20 points. Et en avril, les contes fantastiques de Théophile Gautier. Je vais vous donner un conte court de Théophile Gautier avec une activité sur 15 points aussi. D'accord? Donc, ça fait 15 plus 15, 30. L'étranger, 20, 50. Et les autres 50 autour de la dissertation. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'existentialisme de Sartre et de l'existentialisme dans la littérature. Et puis, je vais commencer à commenter l'étranger de Camus. Par contre, voyons, je vérifie dans les fichiers. Non, je ne vais pas perdre le temps, mais je vais mettre la référence ici. Vous pouvez chercher dans les fichiers du cours un livre de Yves Saloni. Le livre s'appelle... comment ça s'appelle? Je crois que c'est École et courant littéraire. Voilà. Yves Saloni, il est disponible dans les fichiers du cours complet. Mais la partie concernant le XXe siècle, il y a une sous-partie sur l'existentialisme, si vous voulez. C'est de lecture facile, je pense que ça fait moins de 10 pages, c'est bien schématique, et je ne vais pas l'utiliser ici parce que c'est facile à lire tout seul. Donc, si vous voulez un petit texte structuré sur l'existentialisme et la littérature, suivez cette référence Yves Saloni. Yves Saloni, c'est le même que j'ai utilisé au début du cours quand j'ai parlé d'histoire littéraire, de périodisation et d'école courant littéraire. Et donc, je préfère commencer aujourd'hui avec directement sur Sartre et sur... je vais utiliser peut-être ce texte de Gerd Bornheim en portugais, spécialisé Sartre, juste pour introduire le sujet ici dans le cours aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le texte de Bornheim, je voudrais dire quelques mots à propos de l'existentialisme et la littérature. L'existentialisme est un courant philosophique et je dirais comportemental, hein, parce que c'est un courant philosophique qui a réussi à faire peut-être quelque chose qu'on voyait assez souvent dans les écoles philosophiques présocratiques ou même
celle de Socrate, Platon, Aristote. C'est-à-dire que la philosophie, elle est philosophie de la connaissance, c'est-à-dire une façon de connaître le monde, mais aussi une philosophie de vie, je dirais une façon d'être au monde. Ce n'est pas seulement une façon de connaître le monde, mais aussi une façon d'être au monde. C'est-à-dire, l'existentialisme a influencé pas mal de gens, leur vie, leur façon de vivre. Les gens ont commencé à vivre selon les principes de l'existentialisme. On va entrer dans les détails de ces principes de l'existentialisme. Et je vais parler de certaines phrases hyper célèbres de ce texte de ça. Par contre, c'est important d'expliquer là qu'au contraire d'autres courants littéraires, le courant de l'existentialisme en littérature peut-être n'est pas marqué par certains critères esthétiques. Ça fait un peu bizarre, un peu différent, un peu étrange, parce que l'art et la littérature, c'est avant tout la forme, donc esthétique. Par contre, quand on parle de l'existentialisme et littérature, il n'y a pas, comme nous avons vu pour le surréalisme, une série de techniques de production, d'écriture. Nous avons vu l'esprit nouveau qui demandait l'abolition de la ponctuation, le futurisme aussi, le dadaïsme qui essayait de rompre avec toutes les règles de l'art, de la morale, etc. Pour l'existentialisme, peut-être ce qui va concerner plutôt la littérature, c'est la thématique. Donc, il y aura, c'est-à-dire on va aborder certaines thématiques existentialistes, on va mettre en scène des personnages qui, d'une façon ou d'une autre, vivent ou observent le monde à partir d'un regard existentialiste. D'accord? Donc, on ne parle pas d'une esthétique surréaliste, pardon, d'une esthétique existentialiste. Il n'y a pas une forme derrière existentialiste. D'accord? Si vous prenez par exemple le roman La nausée à nausée de Sartre, L'étranger de Camus, ou sinon La peste de Camus, ou même le conte, la nouvelle qui est dans la dissertation L'enfance d'un chef, qui est de Sartre aussi, vous allez voir que la façon d'écrire est complètement différente de l'autre. Il n'y a pas un principe à suivre. D'accord? Donc ça, c'est une particularité parce que au niveau de la littérature et des arts en général, le plus important, c'est la forme. Je vais dire que le plus important, c'est la forme, mais l'art établit une connexion spéciale entre forme et contenu. Mais au niveau de la littérature existentialiste, le plus important, c'est les contenus et les thématiques apportées. D'accord? Cela dit, oui, j'ai dit que c'est un courant philosophique qui est devenu une espèce de courant de philosophie des vies, parce que ça a guidé un peu, il y a toujours les travaux ici en face de mon bureau. Je disais que c'était au niveau de la thématique, et puis, ah oui, les gens se disaient existentialistes.
pas? C'est-à-dire qu'il s'est présenté dans l'espace public, dans le débat public en tant qu'essentiel. Et nous avons même une chanteuse, j'ai oublié son nom maintenant, qui était connue comme la chanteuse existentialiste de l'époque. Elle a chanté plusieurs chansons célèbres dans les années 50. Je vais mettre ici chanteuse existentialiste et peut-être on aura le Juliette Gréco. Je mets ici Juliette. É bom para não esquecer, já que Juliette está na moda, né? Juliette Gréco. Si vous tapez sur YouTube, vous allez retrouver plusieurs chansons à Juliette Gréco. Elle était une star à l'époque. J'ai oublié la chanson la plus célèbre, mais vous voyez, par exemple, ici, c'était sur Google, j'ai trouvé un reportage du Figaro de 2020 et on dit ici Juliette Gréco, chanteuse libre et chantre de la liberté, est décédée. Voilà. Donc, il y avait, c'était ça, c'était un courant philosophique qui était présent dans la vie des gens. Et donc, je voudrais entrer dans le texte de Gerd Bornheim, et peut-être je vais mettre ça en rouge. Voilà. Juste pour l'introduction, je vous conseille la lecture de ce texte, je vous suggère la lecture de ce texte, parce que c'est un texte court. Vous voyez, il y a mes notes. Et il va terminer ici à la page 11. Et il commence 10 pages de texte. D'accord? En portugais. Et il fait une bonne introduction à la philosophie de l'existentialisme de Sartre. Voyons donc o existencialismo é uma das doutrinas mais características do século XX, né? Pensar no indivíduo concreto a partir de sua existência cotidiana, desprovida de qualquer relevo especial. E aí tem aqui, não existe uma natureza humana e não há uma essência precedente. On va entrer dans ces questions en détail à partir du texte de Sartre. Parce que le texte de Sartre est assez intéressant et assez... parfois, certaines constructions de phrases sont un peu compliquées, mais c'est assez, moi je dirais presque didactique. D'accord? Ici c'est une citation de Sartre, on peut s'ouvrir. Oui, en fait, Sartre, la question de la méthode ici, il va mélanger certaines références philosophiques comme le marxisme, la phénoménologie et la psychanalyse. La phénoménologie, c'est ce courant philosophique dans lequel, ou selon lequel, aussi, cette phrase de Sartre, je ne vais pas entrer dans les phrases parce que je préfère lire les phrases, mais cette idée de Sartre qu'il n'y a pas d'essence précédente, c'est cette phrase de la première page, não há uma essência precedente, c'est-à-dire, selon l'existentialisme, on ne va pas penser à une essence préalable ou précédente, c'est-à-dire, il n'y a pas une forme, une énergie, une essence qui existe avant les choses, comme l'âme, l'esprit, ou quelque chose comme ça. D'accord? C'est toujours d'abord la matérialité des choses. Et la phénoménologie, elle sera importante pour cette partie, pour cette base de la philosophie de Sartre, parce que la phénoménologie préconise la connaissance du monde
ou l'appréhension du monde à partir de nos sens, c'est-à-dire de l'observation, de l'odorat, de la vision, de l'odorat, du palais, de l'audition, du toucher, c'est-à-dire à partir de nos capacités de perception, on va appréhender le monde comme il nous est possible. Et, par exemple, ça change la notion de vérité dans la philosophie. Parce qu'il n'y a pas, selon cette conception, il n'y a pas une vérité cachée, secrète, une vérité qui nous est intouchable, inaccessible. Non, on va accéder à une certaine vérité du monde à partir de nos capacités de perception. Si nos capacités de perception sont incomplètes, elles peuvent nous tromper ou elles ne sont pas exactes, c'est de notre condition humaine. D'accord? C'est ça. Donc, parce que selon certains courants philosophiques avant l'existentialisme, on cherchait quand même une vérité profonde, une vérité essentielle qui était au-delà de la perception matérielle. Penser, ça fait trop de bruit ou ça va? Vous m'entendez bien? Sinon, je peux fermer la porte. Non, c'est bon. Ok, très bien. Donc, je disais que, oui, penser à la philosophie de Platon, qu'il y a un monde des idées qui est le monde parfait, et puis il y a le monde, on va dire, matériel, qui est déjà un monde déchu ou décaïde, qui a chuté du paradis, de la perfection. Et si vous vous souvenez bien, Platon faisait une critique à l'art parce que l'art, c'était la copie de la réalité qui est déjà la copie du monde idéal. C'est-à-dire que l'art était une forme de copie totalement dégénérée. Ça, c'était la conception de Platon de l'art, n'est-ce pas? Donc, il y a un monde des idées qui est parfait et nous avons notre réalité et l'art qui est une copie de cette réalité qui est déjà inexacte, qui est imparfaite, etc. Mais selon la phénoménologie et l'existentialisme, notre condition humaine détermine qu'on va connaître et appréhender le monde selon nos capacités de perception. D'accord? Et ça, c'est la phénoménologie. L'existentialisme va ajouter une information de plus. Dieu n'existe pas pour justifier le monde. N'est-ce pas? Ils vont partir de la phrase de Dostoïevski selon laquelle si Dieu n'existe pas, tout était permis, ou tout serait permis. N'est-ce pas? Je vais fermer ici. Ça me dérange un peu. Donc, si Dieu n'existe pas, tout est permis. On utilise la phrase assez souvent au présent, mais si je ne me trompe pas, originellement, elle est une espèce d'hypothèse. Comme si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Si Deus não existisse, tudo seria permitido. Mais on fait la mise à jour au XXe siècle de cette phrase et on part du présupposé que Dieu n'existe pas au présent. Et donc, tout est permis une fois que Dieu n'existe pas. Donc, voyons le texte encore de Bornheim.
J'avance. La méthode. Et comme vous voyez, les références, je vous ai parlé de la phénoménologie. Et puis, Sartre va aussi assimiler quelque chose du marxisme, c'est-à-dire, je dirais, du marxisme, il va utiliser d'accord. Marc, oui, parce que je vais échanger entre portugais et français ici. Mais juste une partie du cours, parce que le texte de Sartre est en français. Et donc, du marxisme, peut-être euh, la responsabilité sociale. On va en parler un peu plus. Parce que vous allez voir que selon l'existentialisme de Sartre, il y a cet aspect de la responsabilité. C'est-à-dire que on va partir du présupposé que Dieu n'existe pas. Donc, il n'y a pas une force supérieure pour justifier notre condition humaine. C'est-à-dire que notre condition humaine est notre responsabilité. Et si je fais quelque chose contre une autre personne ou contre le monde, c'est ma responsabilité. Donc, ce côté de la responsabilité, c'est un peu de cette responsabilité sociale vient un peu du marxisme. Et aussi la psychanalyse parce que il y a toute une construction psychologique, je vais dire psychologique de certains concepts. Et certains concepts, pendant la discussion du texte de Sartre, vous allez voir aussi que certaines réflexions sont très proches de la psychologie en général, pas tout simplement de la psychanalyse. N'est-ce pas? Par exemple, un concept très important de l'existentialisme, c'est l'angoisse. Angustia. J'écris ici. Angoisse. Et ça, Freud a un texte sur l'angoisse. Heidegger va parler sur l'angoisse et Sartre aussi va parler de l'angoisse. Et, ouais, c'est bon. Ouais, non, la nausée, c'est l'œuvre. Ça, ce que j'ai écrit au chat, c'est un de vers d'une chanson de Jacques Brel, de à mon dernier repas, qui dit en criant Dieu est mort une dernière fois. Et ça, c'est l'idée. Et je pense, je n'ai jamais compris bien l'idée d'une existence de Dieu, ou si c'est la idée d'avoir un Dieu qu'elle est morte. Vous comprenez? Parce que s'il crie, s'il dit qu'il crie que Dieu est mort, on peut penser qu'il a déjà été, qu'il a existé avant. Mais je n'ai jamais compris vraiment l'idée de Sartre. C'est si l'idée de Dieu qui n'a jamais existé, aussi, si elle est morte, aussi vraiment, elle a jamais existé. Vous me comprenez? Oui, oui, je comprends ta question, Marcus. On peut, parce qu'on va lire le texte ici ensemble, et on peut les lire ensemble et vérifier si Sartre nous donne une indication à cette réponse, OK. à ce que tu me demandes. Parce que je pense que ta question, elle est hyper légitime. Par contre, moi, sans chercher cette réponse dans le texte de Sartre, moi, je dirais que, parce que assez souvent, ça arrive dans l'histoire de la philosophie. C'est comme si avant, on avait une perception ou une idée
incorrect et maintenant on est capable de corriger cela. Et je pense que Sartre se comporte plutôt comme Dieu n'a jamais existé, mais c'était une idée qu'on a créée pour justifier certaines choses. Et maintenant qu'on sait que Dieu n'a jamais existé, il faut penser comme ça. Ça, c'est mon impression, mais moi, je n'aime pas répondre comme ça. Je préfère toujours répondre plus proche au texte. Tu sais, je peux dire un exégète, un exégète qui passe à Exégèse. du Christ. D'accord? C'est-à-dire la lecture minutieuse du texte. Et moi, j'aime bien faire comme ça. Je suis littéraire, n'est-ce pas? Et pas tout simplement dire, ah oui, je pense que pour ça, que c'est comme ça. Mais selon le principe de Sartre, moi, je penserais plutôt comme ça. On a créé l'idée de Dieu pour expliquer certaines questions pour lesquelles on n'avait pas des réponses. Et maintenant, à l'époque de Sartre, on pense qu'on est arrivé à une compréhension de l'inexistence de Dieu, donc il faut se comporter plutôt comme ça. Et c'est intéressant. Moi, je m'identifie beaucoup avec les thèses et les principes de l'existentialisme. Mais maintenant que je suis père, et Caetano a fêté 1 an hier, et parfois, là, on accompagne, je vais dire, le miracle de la vie, n'est-ce pas, la fécondation du bébé, du fœtus, et puis son développement. Et là, il est dans cette étape de son développement. Il apprend chaque jour très vite un truc différent. Et là, je me pose assez souvent la question par rapport pas à l'existence des dieux, mais peut-être à l'existence d'une force majeure, supérieure, qui n'est pas tout simplement le Big Bang. Je ne sais pas, c'est une question. Ce n'est pas une... tu sais, ce que je veux dire, c'est on étudie la théorie de l'évolution, l'évolution des espèces, etc. Mais quand on voit le degré de complexité d'une personne, c'est incroyable de dire que ça s'est développé tout simplement à partir de l'évolution. Parce que c'est tellement complexe, riche, détaillé, capable, que moi, parfois, je me pose la question s'il n'existe pas une force supérieure, peut-être pas à nous guider, à guider nos actes, la morale, nos actions, mais une force qui souffle la vie. Vous voyez, ça c'est une réflexion personnelle, c'est pas la question de l'existentialisme. Mais peut-être, je sais pas, parmi vous ici, je sais qu'André a aussi des enfants. Je ne sais pas si elle partage la même opinion, mais je sais pas, c'est un truc bizarre de voir. Je sais pas. Là, je suis en train de C'est différent quand on vit l'évolution, pas on étudie l'évolution, mais quand on vit, quand on voit l'évolution, elle nous fait penser un tas de choses. Et en plus, vous voyez, là, je parle, les commentaires que j'ai faits, je parlais du développement de Caetano plutôt du développement cognitif, physique, physiologique. On ne parle pas du développement affectif, n'est-ce pas?
Et comment expliquer tout ça? Je sais pas. En plus, l'affection, l'amour, c'est le moment où je commence à penser à d'autres choses. J'aime bien la phrase le vers d'une chanson de Renato Russo, Les gens bonnes, quand il dit já não sou mais criança a ponto de saber tudo. Acho que é isso, verso, alguma coisa assim. Não, acho que é isso, não sou mais criança a ponto de saber tudo. Et quand on est jeune, on est très sûr. Sim. C'est ça. É isso mesmo. Et quand on est dá jeune. para ouvir. Eu achava que esse fone estava quebrado, desculpa. Et merci de confirmer le vers de la chanson. Et quand on est jeune, on est très sûr des choses, de nos vérités, de nos conceptions, de nos convictions de philosophie, de vie, de morale, etc. Et puis, plus on vieillit, plus je pense qu'on est moins sûr des choses. Et là, ce que je veux dire, c'est ça. je suis un peu moins sûr de l'inexistence de Dieu. Et ce qui, à mon avis, c'est très différent des religions. Et vous allez voir qu'il y aura une critique assez forte de l'existentialisme à l'institution religieuse. D'accord? Ça, c'est important à tenir aussi. Ok, voyons ici. Voyons. Voilà. Ouais, je vais lire ce paragraphe rapidement avec vous, parce que c'est en português, je n'ai pas besoin de tout expliquer. A experiência da náusea põe de manifesto ao menos 3 coisas. Em primeiro lugar, a necessidade de converter a revelação do absurdo em um sentido que justifique a existência humana. O existentialisme deve ser um humanisme. C'est-à-dire, l'existentialisme est un humanisme, c'est le titre de la conférence de Sartre, comme vous voyez ici. L'existentialisme est un humanisme. C'est-à-dire que c'est une façon de penser humaine, de penser d'humain. Et ça, c'est important. Je vais mettre en rouge, c'est déjà en rouge. La révélation d'absurde. Parce qu'ils vont se rendre compte que quand on éloigne, on efface l'idée de l'existence de Dieu, nous avons l'impression que la vie est absurde. Absurde dans le sens où il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de sens préalable pour la vie. D'accord? On va beaucoup parler de cette idée aujourd'hui. La vie n'a pas de sens. Quand ils disent, une chose importante à dire aussi, dans la philosophie, on fait assez souvent une distinction entre la philosophie continentale, c'est-à-dire de l'Europe continentale, la France, l'Allemagne, l'Italie aussi, de l'Angleterre et les États-Unis. Et il y a, surtout dans la modernité, peut-être au XXe siècle, aux États-Unis et en Angleterre, une philosophie plutôt logique, comme la philosophie du langage, la philosophie analytique. Elle est plutôt, on va dire que c'est une descendance philosophique de la logique, n'est-ce pas? Par contre, dans la philosophie française du XXe siècle et allemande, c'est un type de philosophie littéraire, elle garde un côté mystique. Il y a, et surtout, la façon d'écrire est un peu plus, je vais appeler littéraire. D'accord? C'est-à-dire qu'on est capable, dans la philosophie française et allemande, d'écrire des phrases qui sont très poétiques et peut-être métaphoriques. Cela dit, dans le texte de Sartre et de Camus aussi, on verra la semaine prochaine,
on va avoir plusieurs phrases de fait. Moi, j'ai dit que ce sont des phrases qui fonctionnent comme slogans d'idées. C'est-à-dire que ces phrases-là ces phrases-là sont, comment je peux dire, elles choquent. Et puis, il faut expliquer parce qu'il y a quelque chose de plus. D'accord? Par exemple, je vais utiliser un exemple de ça ici, adapté à notre contexte. C'est dommage parce que j'ai oublié de faire ça sans vous le prévenir. Parce que j'aime bien le faire sans vous prévenir et le dire tout simplement. Mais imaginez que j'arrive ici, aujourd'hui, on va commencer les cours d'aujourd'hui, je vous dis, je peux vous dire, mes élèves, qu'on n'a jamais été aussi libre que pendant la dictature militaire, civile militaire au Brésil. Tá? Imagina se eu chego aqui e falo, lanço isso para vocês. A gente nunca foi tão livre quanto durante a ditadura civil militar. Qu'est-ce que vous allez en penser? Qu'est-ce que, Marcos, qu'est-ce que vous allez dire d'une affirmation comme celle-là d'un professeur? En portugais, en français. Je veux. Non, je sais pas, ouais, ça c'est... Marcos, tu es d'accord ou tu n'as pas avec cette idée d'être plus, qu'on était plus libre à l'époque de la dictature? Dictature. En português, eu acho essa ideia da ditadura tenha sido um estímulo para a produção de ideias. Eu acho essa ideia um absurdo. E eu tenho Chico Buarque como meu respaldo nessa ideia. Uma vez questionaram o Chico se do lado positivo da ditadura, ou nem questionaram, eles começaram a falar que existia essa possibilidade de que na ditadura as pessoas começaram a produzir mais diante da repressão. E aí eu me lembro que o Chico apareceu como se ele tivesse convocado uma entrevista com o jornal Hoje. Aí ele aparece num restaurante assim rapidamente e ele foi só para falar isso. Eu só vim aqui para falar que isso é um absurdo, que eu teria produzido de qualquer jeito, que felizmente eu produzi menos ainda por conta da repressão. Até logo, muito obrigado, e foi embora. Então, eu não coaduno nem um pouco com essa ideia. Voilà. Et tu vois, en fait, c'est ça. Parce que j'ai fait une parodie d'une phrase de Sartre. Et je vais vous montrer un texte de Sartre. Ici, c'est le livre Situation 3, lendemain de guerre, ou dias seguintes à guerre. Et Sartre publie ce texte-là, La République du silence. Et ce texte, il est de 45, si je ne me trompe pas. Et vous voyez la phrase. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Jamais nós fomos tão livres que durante a ocupação alemã. Mais et puis, c'est une phrase qui va nous faire nous arrêter et dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou? Qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Et puis, il va expliquer. Et il va dire, voyons ici, à cause de tout cela, nous étions libres, puisque le venin nazi se glissait jusqu'à dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête.
puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence parce que chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. L'idée qu'il va dire, c'est que comme on n'avait plus de droits en raison de l'occupation allemande, et d'où la comparaison avec la dictature militaire au Brésil, se faire libre publiquement, c'est-à-dire montrer notre capacité de penser librement, de critiquer, ça rend le geste d'être libre beaucoup plus conséquent que dans une période démocratique dans laquelle tout ce qu'on peut dire, rien ne reviendra de façon violente. N'est-ce pas? Vous voyez aujourd'hui, je vais utiliser toujours cet exemple. Bolsonaro dit ce qu'il veut et le plus qui arrive, c'est des notes contre lui. N'est-ce pas? Si c'était dans un... la comparaison n'est pas bonne parce que c'était dire... non, cette comparaison n'est pas bonne. Mais peut-être on garde le parallèle entre la France occupée par les Allemands et la dictature ici. C'est-à-dire que dans la dictature, se faire libre et s'exprimer librement, ça pouvait coûter la vie. Et si on le fait au prix de la vie, ça nous rend une personne plus libre, selon Sartre, que le faire dans une période où on n'a pas de risque de se manifester. D'accord? Mais je suis d'accord avec Marx, mais j'utilise cet exemple tout simplement pour dire que, surtout dans ce texte de Sartre, mais on va voir dans le texte de Camus aussi, certaines phrases qui choquent, mais qui semblent plutôt des phrases, des faits qui vont être expliqués après. D'accord? C'est une caractéristique que je vois dans cette production philosophique de cette époque. Donc, je reviens ici au texte de Bourdieu. Tout d'abord, a necessidade de converter a revelação do absurdo no sentido que justifica a existência humana. O existencialisme deve ser o humanisme. Donc, on cherche, nous, les hommes, les femmes, on cherche toujours un sens pour justifier notre existence. Et ce sens peut être la nation, Dieu, la religion, l'amour, peu importe. Segundo lugar, a náusea revela para mim mesmo que sou consciência. A consciência é o núcleo instantâneo da minha existência. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain, on est capable, on a cette capacité qui est la conscience. Et la conscience nous donne la possibilité de se demander qui nous sommes ou de savoir qui nous sommes. Vous voyez, c'est-à-dire d'avoir la conscience de notre subjectivité, de notre être, de notre moi. C'est ça. Par exemple, vous connaissez mes deux chats, Élise et Joby. Je ne sais pas si Élise et Joby, ils sont conscients d'être chats, par exemple. Parfois, ils se mettent à la table ou sur le lit, comme, je ne sais pas, comme s'ils étaient, ils se reconnaissent chez lui. Ou ils se reconnaissent comme s'ils étaient, je ne sais pas, humains. J'essaie de faire une réflexion rapide ici, peut-être pas très grande, mais avançons. Em terceiro, essa consciência não pode ser sem o outro que não ela mesma. Ela só existe por aquilo do qual ela tem consciência. C'est ce genre d'où le titre de Sartre, l'être et le néant, c'est l'inade. Et en fait, c'est très... Qui ne connaît pas le livre va penser que o ser é como se ele estivesse falando do ser humano.
E o nada seria uma coisa sem sentido. É um fait, c'est le contraire. O ser é aquilo que existe em si mesmo, né? Existe em si mesmo. O Bornheim vai explicar isso bem aqui no texto. Por exemplo, o celular. Ele existe para ser um celular, né? No máximo, ele pode segurar papel, com peso, vamos dizer assim. Mas ele existe em si mesmo. Ele é um celular e ele só funciona para ser um celular. E o ser humano, para o Sartre, vai ser um nada porque ele não tem um sentido prévio. Todo o sentido da vida é a construção da vida que a gente faz ao longo da vida. Então, a gente não pode falar, por exemplo, do meu filho Caetano. Eu não posso falar do sentido da vida dele, porque esse sentido é ele que vai construir ao longo da vida dele. Então, um sentido da vida a gente poderia falar ao final da vida, aquilo tudo. E mesmo assim, a gente tem que pensar que é praticamente no momento da morte é que esse sentido vai estar completo. Porque você pode, inclusive, antes de morrer, se arrepender de tudo que você fez. Né? Tem lá o ladrão que foi crucificado com Cristo, né, que pediu perdão pelos pecados antes de morrer e foi absolvido. Acho que o outro eu não sou muito bom e não tem tanta leitura assim da Bíblia, mas me parece que um se arrepende e o outro não. Então você vê que aquele não morreu como ladrão, porque pelo menos ele reviu e se arrependeu do que havia feito. Tá? Donc, só pensando em um outro exemplo. Né? Pensem, por exemplo, uma pessoa que viveu uma vida equilibrada, regrada, mas foi infeliz a vida inteira. E aí, no leito de morte, ele se arrepende assim, amargamente de não ter aproveitado mais, de não ter seguido os desejos, se deixado levar pela vida e morre infeliz com isso. De certa forma, essa pessoa às vezes acreditou que aquele caminho da retidão levaria a algum lugar, aí no leito de morte ele pensa assim, poxa, devia ter aproveitado tudo que eu fiz. Não aproveitei. Aí tem uma reconfiguração de tudo que viveu. Só para dar um exemplo desse assim. O sentido da vida só vai estar realmente acabado com a morte. Parce que jusqu'avant de mourir, on est capable de revoir tout ce que nous avons fait, vécu, expérimenté et même pensé, élaboré dans ma tête. Voyons, o sujeito é o nada, voilà. O ser é o objeto, né? Desculpa, que o Sartre vai fazer um pouco essa distinção, né? Então, o ser em si seria o celular, para si, desculpa, ser em si, porque ele é essa coisa pronto, objeto. Enquanto nós que temos consciência, a gente seria o ser para si. Porque existe uma volta, a consciência traz a gente de volta para nós mesmos. Tá? Voyons. Pardon. J'essaie d'éviter, mais je parle aussi. Non, ça va. Non, ça va. Oui, parce que ici, ce texte, je l'aime bien, mais je ne vais pas insister là-dessus, parce que il va parler très bien de la philosophie des Sartre, surtout de l'être et le néant, até o ser o nada. Mais je veux utiliser le reste du cours pour entrer dans le texte à cette conférence de Sartre, l'existentialisme est un texte. Je pense que ça, c'est ce qui nous intéresse un peu plus. Je vous conseille
Pardon, j'ai bien fermé. Ouais, voilà. Donc, je vais voilà. Dans les fichiers du cours, j'ai mis plutôt ce livre-là, parce que j'ai réussi à télécharger l'existentialisme est un livre sous la forme d'un livre. Et comme vous voyez, la lecture elle est plus intéressante, la mise en page est plus intéressante. Par contre, je n'ai pas réussi à transposer les notes que j'ai de ce texte-là à ce livre. Donc, pour les cours aujourd'hui, je vais utiliser toujours cette publication-là que je trouvais sur Internet. Le texte, il est fiable. J'ai déjà comparé le texte avec cette publication-là. Mais pour vous, si vous voulez lire ce texte de ça, je vous conseille de le faire à partir de cette édition de livre, parce que la mise en page est plus facile. Et donc, voilà ici, l'existentialisme est cette conférence de Sartre proférée le 29 octobre 1945. Donc, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, j'aime bien, par contre, cette mise en page parce qu'il y a cette espèce de rubrique ici à côté qui nous aide à repérer des textes, des critiques adressées à l'existentialisme, des critiques des marxistes, des critiques des catholiques, etc. Donc, à partir du texte de Bornheim, je vous ai parlé des trois références majeures de ça. C'était la phénoménologie, le marxisme et la psychanalyse. Par contre, l'existentialisme n'a pas été créé par Sartre. D'accord. Sartre n'est pas, parce qu'assez souvent, on associe l'image de Sartre à l'image de l'existentialisme. Mais l'existentialisme, en tant que conception philosophique, existe plus longtemps. Donc, assez souvent, on va marquer comme début de l'existentialisme l'œuvre de Kierkegaard, un philosophe suédois, mais il a une certaine différence parce qu'il était plutôt catholique. Et puis, on aura un courant plutôt phénoménologique de Husserl, qui était le professeur d'Heidegger, le philosophe allemand. Heidegger, qui est considéré aussi comme un philosophe de l'existence aussi. Et puis Sartre en France, qui va faire cette mise à jour de la philosophie essentielle, qui va être le chef de file et leader de ce courant, on va dire historiquement situé en France. Essa corrente historicamente situada na France. On peut associer à ça. Mais penser que philosophiquement, l'existentialisme existe. D'accord. Donc, je vais commencer à commenter le texte. J'essaye de faire le texte bon, c'est bon comme ça. Je vais essayer de encore. Ouais, ça c'est le plus grand que j'arrive à faire avec ce texte-là. Donc, c'était
j'ai appuyé sur un autre touche. L'existentialisme est un dynamisme. Et ça va, on entre dans ce débat-là. Voilà. Nous entendons par existentialisme une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui, par ailleurs, déclare que toute vérité et toute action implique un Dieu et une subjectivité. Donc, ici, il y a déjà certaines idées importantes. Donc, l'existentialisme est une doctrine. C'est une façon de concevoir le monde. Vous voyez que ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une, comment je peux dire, une foi. Ça, c'est important aussi. Parce que même, des fois, on peut penser à certains philosophes comme si ce qu'il affirme, c'était la vérité absolue. Et ici, on sait que c'est une série de thèses selon lesquelles on peut appliquer, ou c'est pas selon lesquelles on peut, selon lesquelles on peut vivre, ou qu'on peut appliquer à notre vie, à côté. Voilà. C'est un ensemble de principes qu'on va voir ici. Et qui rend la vie humaine possible. Moi, je dirais que cette idée de rendre la vie, c'est de rendre la vie humaine possible sans chercher d'explication ailleurs. D'accord? Rendre la vie possible sans chercher, sans pour se faire chercher des justificatifs, des fondements ailleurs. A ideia é tudo se explica nessa vida, porque a gente tem pautado. Então, a gente não recorre a Deus, à fé, à religião, a uma força inexplicável, a um misticisme, rien de ça pour justifier l'existence. D'accord? Et avançons ici. Oui, ça c'est la phrase peut-être la plus célèbre de ce texte. Je vais mettre en rouge ici. Voilà. Ce qu'ils ont en commun, c'est simplement le fait qu'ils estiment que l'existence précède l'essence. Ou si vous voulez, qu'il faut partir de la subjectivité. C'est-à-dire l'existence, parce que la plupart des courants philosophiques jusqu'à Sartre étaient ce qu'on peut appeler des courants philosophiques essentialistes, c'est-à-dire qu'ils croient à une essence. L'essence peut être la métaphysique, l'âme, la religion, pour Platon, le monde de l'idée, quoi d'autre, je ne sais pas, la nature, quelque chose comme ça. Et ici, dans les courants philosophiques existentialistes, l'existence précède l'essence. On traduit cette phrase comme ceci. D'abord, on existe, d'abord, on est au monde, d'abord, on est là, et puis on cherche l'essence de la vie, du monde, de notre subjectivité, etc. Ça, c'est important pour un aspect. S'il n'y a pas une essence préalable, essência, se não existe uma essência prévia,
C'est-à-dire que nous sommes libres pour développer, pour créer cette essence, pour donner une essence ou un sens à notre vie. Isso vai ficar um pouco confuso em português. Pensem que eu vou falar bastante hoje em sens, outro chat, sentido e essence. Eu fiz intercâmbio de graduação Clermont-Ferrand, na Universidade da Espaçada. Eu fiz uma disciplina que era sobre a carta sobre o humanismo do Heidegger. E o professor falava o tempo todo ele está uma questão. Ele repetia isso, ele está uma questão na filosofia do Heidegger. E nós éramos dois estrangeiros, eu e uma italiana. Eu estou contando em português porque senão fica um pouco. Eu e uma italiana na turma. E a gente não conseguia, a gente não tinha amigos na turma, a gente tinha vergonha de perguntar para os colegas. Mas a gente não conseguia saber exatamente o que estava querendo dizer com isso. E a gente ficava assim, vamos prestar atenção, a próxima vez que disser, a gente tenta pegar. E a gente tinha várias opções, porque poderia ser le temps, en tant que temps, então o tempo enquanto tempo, ou le temps, eu escrevo aqui para vocês. Tem um apóstrofo, um L apóstrofo, então. Então seria o particípio presente do verbo être. Então seria o que a gente traduz na filosofia em português como o ente, que faz essa distinção entre o ser e o ente. Então a gente não sabia, porque dentro da concepção do Heidegger, do tempo, a gente tinha feito várias possibilidades. Então poderia ser le temps en tant que temps, o tempo enquanto tempo, le temps en tant que temps, o ente enquanto tempo, ou o contrário, le temps en tant que temps, o tempo enquanto ente, ou então o ente enquanto ente, le temps en tant que temps. E a gente nunca conseguiu descobrir até a gente pedir os colegas as notas, porque os franceses anotam praticamente como o professor fala. Nas contas eu nem lembro qual era a versão correta. Por isso eu estou esclarecendo para vocês. Então eu vou falar bastante de sens e essence. Eu vou tentar falar devagar para não. Quand on dit, on sait que l'essence, l'existence précède l'essence, a existência précède a existência. C'est-à-dire que d'abord on est dans le monde et puis on cherche l'essence de la vie. Então, primeiro a gente está no mundo, depois a gente procura a essência da vida. Et cette essence de la vie est l'essence de la vie, é o sentido da vida. Parce que c'est préférable d'utiliser des sens de la vie, parce que c'est une direction pour notre vie et qu'on est capable de construire chacun de façon individuelle pour sa vie. Et ne pas penser à essence como quelque chose de donné. Então, é mais interessante, dentro dessa filosofia, pensar em sentido da vida do que na essência da vida, para não achar que a essência da vida é uma coisa dada, que está além de nós, que não é construída por nós. A questão c'est celle-là. Donc, d'abord, on est au monde et on cherche à construire une direction, un sens pour notre vie, sans recourir à force externe, comme Dieu, la nature, l'âme, etc. Raison pour laquelle ils apparaissent souvent de subjectivité. Subjectivité, ici, on peut penser comme synonyme de conscience individuelle.
Donc, non, ça va. Ouais, il va parler ici de l'existentialisme athée. Je commence ici. Donc, l'existentialisme athée que je représente est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence. Un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept, et cet être, c'est non. Je continue ici. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, ses rencontres surgissent dans le monde et qu'il se définit après. D'accord? Moi, j'aime bien aussi utiliser la célèbre phrase de Simone de Beauvoir: on ne naît pas femme, on le devient. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Vous voyez que c'est le même principe philosophique de l'existentialisme. On apprend d'abord, on est né dans ce monde et on est capable, on est très souple, malléable pour se faire ce qu'on veut. On peut se construire librement comme on veut. Cette idée de la construction libre de soi, elle est un peu controversée parce que je vous ai parlé que Sartre, je vous ai dit que Sartre a comme une de ses références, un de ses philosophies du marxisme. Par contre, la notion de liberté chez Sartre, dans ce texte, ne présuppose pas les contraintes sociales et politiques, sociologiques, etc. D'accord? Parfois, nous avons l'impression de lire le texte de Sartre et on est capable d'être séconstruit. Et en fait, on voit que c'est pas le cas. Il y a des forces sociologiques qui nous empêchent de nous développer comme nous voulons. C'est clair, ça? C'est bon? C'est bon. Pas assez clair, mais c'est bon. Ouais. Non, mais voilà. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un existentialisme religieux aussi, comme je vous ai dit, celui de Kierkegaard, n'est-ce pas? Par contre, ça représente cet existentialisme athée, comme il le dit ici. Et il va dire que Dieu n'existe pas. L'existentialisme athée déclare que si Dieu n'existe pas, il y a un être au monde chez qui l'existence précède l'essence, c'est l'homme, c'est ça. Ça, c'est le résumé, on va dire comme ça. Et d'abord, l'homme existe, ses rencontres surgissent dans le monde et puis il se définit. N'est-ce pas? C'est plus ou moins comme je disais tout à l'heure. Mon fils Gaëtan, il est déjà dans ce monde, comme nous, et il va se définir peu à peu. Il va devenir qui il est peu à peu, mais pas tout simplement à partir de la liberté. N'est-ce pas? C'est aussi selon le pays où il est né, les parents qu'il a, la classe sociale à laquelle il appartient, ses propres convictions, sa personnalité, etc. N'est-ce pas? Il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer à former une personne. Et quand on lit le texte de Sartre, nous avons l'impression que c'est tout simplement la liberté et la volonté d'être qui on veut. Et ici, j'essaye de faire une critique
Et vous montrez que ce n'est pas tout simplement comme ça. On n'est pas aussi libre que Sartre le dit. Hein? Non, ça va. Oui, ici, il y a quelque chose d'important aussi. Je suis dans ce paragraphe-là, car, à partir de la marque rouge ici. Nous voulons dire que l'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement. Ça, il faut expliquer aussi. Et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être, non pas ce qu'il voudra être. Parce que ici, il y a cette différence entre projet et vouloir, des choses comme ça. Donc, revenons à la phrase. L'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir, cet avenir futur. Donc, la conscience que nous avons de nous-mêmes, cette conscience de soi, nous permet d'avoir une conscience du temps aussi. Parce qu'au contraire des animaux, des insectes, des autres animaux, parce que on a un côté animal aussi, on dit que parce que ces animaux-là, ils n'ont pas cette conscience du temps. Par exemple, assez souvent, en raison du sommeil de quelqu'un, pour cause du son de quelqu'un, assez souvent, je suis obligé de renfermer les chats dans le bureau avec moi. Eu tenho que fechar os gatos no quarto comigo para eles não ficarem na porta do quarto do quelqu'un. Et parfois, les chats sont inquiets de sortir. Ils veulent sortir à tout prix. Et je leur dis, je ne vais pas ouvrir la porte maintenant. Et ils griffent la porte, ils essayent de sortir, ils violent. Et je dis, attendez, je ne vais pas ouvrir la porte maintenant, je vous l'ai déjà dit, et je ne vais pas le répéter. Vous n'allez pas sortir maintenant parce que quelqu'un dort. Et vous ne respectez pas le sommeil de quelqu'un. Et ils essayent de sortir. Et je peux même leur dire, donnez-moi 15 minutes. D'ici 15 minutes, j'ouvre la porte. Ils ne sont pas capables de comprendre 15 minutes. Ils sont plutôt instinctifs. Ils respectent leurs instincts. De faim, de peur, de chasse, etc. Par contre, nous, en raison de notre conscience, nous sommes capables de se jeter vers un avenir, de se jogar, de se lançar para o futuro. Et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire on est capable d'anticiper certaines choses de notre vie. Pas pour, cette anticipation n'est pas pour cette anticipation n'est pas une prémonition. Elle est plutôt un projet. Raison pour laquelle la phrase suivante c'est l'homme est d'abord un projet qui se dit subjectivement et qui dira ici l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être, non pas ce qu'il voudra être. Parce que ici, il y a la différence entre se projeter et vouloir. C'est-à-dire, vouloir tout simplement ne nous donne pas les conditions de devenir ces conditions. Vouloir, nous avons querer é poder, mais peut-être vouloir
tout simplement, ne nous donne pas les conditions de pouvoir ou d'avoir. O querer não necessariamente nos dá as condições de poder ou de ter. Raison pour laquelle Sartre fait ici cette distinction entre vouloir et se projeter. Se projeter dans l'avenir, c'est construire cet avenir. Par exemple, si vous vous voyez comme professeur dans l'avenir, il faut passer une formation pour devenir professeur, choisir la matière, la discipline que vous voulez enseigner, étudier cette discipline, connaître le domaine d'études en profondeur, réussir les examens, faire les stages, etc. Et puis, vous aurez votre diplôme et dans la vie, vous deviendrez professeur. Donc, vous voyez qu'il y a cette capacité de se projeter pour devenir quelque chose. Avançons. Mais si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur la responsabilité totale de son existence. Vous voyez ici, il va introduire la notion de responsabilité. Et ça, c'est important pour un existentialisme athée, comme celui de Sartre, qui ne cherche pas l'explication en Dieu. On procure explication en Dieu. C'est-à-dire que nous sommes, chacun de nous, le seul et complet responsable de notre existence. Si notre existence est un échec total à la fin, ça c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nous ne nous sommes pas engagés proprement ou de façon appropriée à réussir ce qu'on voulait. Raison pour laquelle je pense que la notion de responsabilité de ça, elle est très importante, n'est-ce pas? Parce que on ne va pas dire que la responsabilité est à la société, au système, à notre famille. Donc, si je n'ai pas réussi une bonne vie, si je n'ai pas conquis mes rêves, etc., c'est parce que ma famille m'a traumatisé ou Dieu ne me regarde pas, ne me voit pas, etc. Non, nous sommes responsables de nos actes. Par contre, il y a ce côté dont je viens de parler, je parlais tout à l'heure, que Sartre ne considère pas des forces sociales, économiques qui sont importantes pour définir l'existence d'une personne. N'est-ce pas? Donc, je ne sais pas pourquoi exactement, dans ce texte, Sartre se perd un petit peu, raison pour laquelle aussi on va accuser l'existentialisme de Sartre d'être um courant filosófico bourgeois. A gente vai ter essa crítica chamando o existencialisme de Sartre de burguês. Parce que c'est bien cela, n'est-ce pas? Juste pour vous raconter une anecdote. Vous savez très bien que Sartre et Simone de Beauvoir ont été camarades de classe à l'université au cours de philosophie. Et c'était pour, je ne sais pas si, je ne me souviens plus des détails de cette histoire, si c'était, ils ont passé un concours. Et donc, je ne sais pas si c'était pour devenir professeur dans un lycée ou pour devenir professeur à l'université. Ou si c'était
pour la formation à l'université. C'est à un moment donné de leur vie, Sartre et Simone de Beauvoir ont passé le même examen et Sartre a été pris en premier et Simone de Beauvoir en deuxième. Et il me semble que le jury avait considéré Simone de Beauvoir supérieure, mais comme elle était femme, on a mis Sartre en premier. Donc, vous voyez que même Simone de Beauvoir qui utilise ce même principe pour parler de la condition de la femme. Et Sartre en savait, il en était conscient. Pas à ce moment-là, parce que le livre de Simone de Beauvoir va paraître après ce texte de Sartre. Mais ils vivaient ensemble, en tout cas, n'est-ce pas? Et il n'était pas conscient que, par exemple, la condition de femme ne permettait pas à Simone de Beauvoir de devenir ce qu'elle pouvait en puissance être parce qu'elle était une femme. C'est clair? Donc, Sartre va dire ici que l'homme est entièrement responsable de ce qu'il est. L'homme, il faut penser ici à l'être humain. Et ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre l'homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et dans le cas de la femme, par exemple, je vous pose cette question. Simone de Beauvoir s'est mise au monde comme ça, elle est devenue ce qu'elle est, ce qu'elle était. Par contre, sa condition de femme l'a mise dans une position d'infériorité par rapport à ça. Donc, vous voyez que cette conception philosophique, elle n'est pas complètement parfaite. On est capable de voir des problèmes dans cette conception philosophique. En fait, dans toute conception philosophique. Et comme je dis assez souvent, ce n'est pas parce qu'on lit un génie de la littérature, par exemple, qu'on est capable, on doit aimer le livre, on doit être d'accord avec la capacité littéraire de l'écrivain. D'accord? Tout écrivain, même les plus géniaux, sont passibles de critique et passibles de critique. Donc, c'est ça. Le thème de la responsabilité. Nous sommes responsables de notre existence. Avançons ici. Oui, ici, Sartre, il essaye d'introduire, de dépasser le côté trop individualiste de son existentialisme. Et il va dire ici, parce qu'il va introduire le sujet de l'angoisse. Il va dire ici, l'homme qui s'engage et qui se rend compte qu'il est non seulement celui qu'il choisit d'être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soi l'humanité entière, ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. J'explique. Juste un commentaire important. Sartre, il est intéressant, à mon avis, pour ses idées, mais il écrit mal. Vous voyez, le texte est compliqué, est dur. Par contre, la semaine prochaine, on va lire Camus, un essai philosophique de Camus, le mythe décisif, et vous allez voir comment la capacité d'écriture de Camus est beaucoup meilleure que celle de Sartre. Donc Sartre est un écrivain dur et moi parfois j'ai l'impression qu'il écrit mal. D'accord? Mais voyons encore une fois, l'homme qui s'engage, s'engager ici, c'est s'engager dans l'existence.
d'accord, dans une existence consciente, d'accord, et qui se rend compte qu'il est non seulement lui, celui qui choisit d'être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soit l'humanité entière. Cette idée d'un législateur, c'est plus ou moins, il faut penser comme ça. Les actes qu'on fait de façon individuelle, ils peuvent servir d'exemple à d'autres personnes. Raison pour laquelle, si on fait quelque chose de mauvais, on va servir comme mauvais exemple pour une autre personne et on va compromettre une partie de l'humanité. Donc, ce qu'il nous demande ici, c'est d'agir moralement. Parce que chaque acte individuel engage l'humanité entière. C'est ce qu'il va dire. Un petit acte individuel, et évidemment que ce n'est pas tout petit acte qui aura une conséquence pour toute l'humanité. Mais pensez plutôt aux actes moraux, aux actes éducatifs, par exemple. N'est-ce pas? Et cela peut apprendre une mauvaise chose. Une personne, par exemple, un bon exemple, c'est la violence au foyer, la violence domestique. L'enfant qui voit son père agir de façon violente contre sa mère, il est fort probable qu'il sera violent avec sa copine plus tard. Parce qu'il a appris que la démarche est celle-là. Donc, dans ces cas, nous, en tant qu'hommes, compagnons à la maison, nous sommes responsables des actes que nous avons à la maison envers, par exemple, notre femme, ou le compagnon, la copine. Pensez ça comme vous voulez. Ce n'est pas une conception très unique. Mais à la maison, si nous avons des enfants à la maison, si une des personnes, parce que ça peut être à double voie aussi, c'est une via double aussi. Si une personne agit de façon violente avec l'autre, l'enfant peut apprendre qu'il peut être violent avec d'autres personnes ou qu'il doit supporter la violence contre lui. N'est-ce pas? Et par exemple, plus tard, entrer dans une relation violente et l'accepter. N'est-ce pas? Donc, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette idée du législateur et de la responsabilité. Une responsabilité qui dépasse l'individualité ou l'individu. Ah oui, il va parler aussi de l'angoisse, comme je vous ai dit. L'angoisse, elle sera, à mon avis, expliquée mieux par Albert Camus dans l'essai Le mythe décisif, mais Sartre va dire ici, il s'agit d'une angoisse simple que tous ceux qui ont eu des responsabilités connaissent. Parce qu'il y a ces sentiments d'angoisse, selon Sartre, qui est une conséquence de la responsabilité que nous sommes conscients d'avoir. Vous voyez, par exemple, moi, je suis conscient que je dois vous donner des bons cours, bien préparés, bien structurés. Il faut que j'arrive à maîtriser le sujet ou les sujets que je vais aborder ici. Donc, si je ne fais pas d'effort pour préparer un bon cours, je peux me sentir angoissé parce que je suis conscient de la responsabilité que j'ai en tant que professeur. Vous voyez? Ou sinon, par exemple, si je ne suis pas conscient ou je n'accorde pas d'importance à la responsabilité du professeur.
je peux me permettre de ne pas bien préparer mes cours. N'est-ce pas? Ce sont deux exemples ici. Par exemple, moi, j'ai une conscience sociale, ça m'inquiète l'inégalité au pays dans lequel nous vivons, etc. Et moi, je suis assez souvent angoissé par rapport à l'éducation et la formation que nous donnons à Caïtan à la maison. Et donc, vous voyez que dès que nous sommes conscients de la responsabilité que nous avons, il y a par conséquent ces sentiments d'angoisse. Il y a une espèce de symptôme de cette responsabilité que nous avons. N'est-ce pas? Mais c'est plutôt une angoisse existentielle. N'est-ce pas? Voyons ici. Oui. Surtout parce que vous voyez ici angoisse et responsabilité, et il y a quelque chose d'important ici. La pluralité des possibilités. Voilà. Donc, cela suppose qu'ils envisagent une pluralité de possibilités et lorsqu'ils en choisissent une, ils se rendent compte qu'elle n'a de valeur que parce qu'elle est choisie. Ici, l'angoisse, il y a cette angoisse dont je vous ai expliqué par rapport à la responsabilité dont nous sommes conscients de l'avoir. Et il y a aussi une angoisse existentielle par rapport à la pluralité des possibilités que nous avons dans notre vie. Vous voyez que cette conception existentielle de ça, dans laquelle Dieu n'existe pas et la destinée n'existe pas non plus, n'est-ce pas? C'est intéressant de penser à cette distinction entre destin et destinée, n'est-ce pas? Em português a gente acaba traduzindo como destino, n'est-ce pas? É que a gente pode pensar destino como uma coisa pré-estabelecida, né, igual o Maktub lá do Paulo Coelho, né, está escrito, então vai ser assim. Ou o destino simplesmente como o caminho que a gente trilhou. Esse foi meu destino. Né? Não quer dizer que foi o meu destino, que pobre de mim escolheram por mim. Não. Foi o meu destino o que eu fiz, o que eu fui capaz de trilhar, né? O que eu fui capaz de construire. Par contre, surtout dans certains moments de la vie, le moment de la vie dans lequel nous avons plusieurs possibilités de choix. Par exemple, quand vous passez le bac, le vestibular, j'ai vu cette semaine, l'UNB, par exemple, nous offre 131 cours de licence, então 131 cursos de graduação e 170 cours de pós-graduação. 171 cursos de pós-graduação. Et vous devez choisir uniquement un cours, un parcours. Donc, il y a ce sentiment d'angoisse parce qu'on va choisir un et éloigner tous les autres. Et puis, quand par exemple, si au futur, on se montre insatisfait de notre choix, la responsabilité est à nous. Il n'y a pas une autre personne qui a choisi à notre place. Donc, et de cette sorte d'angoisse, qui est celle qui décrit l'existentialisme, nous verrons qu'elle s'explique en outre par une responsabilité directe vis-à-vis des autres hommes qu'elle engage. Donc, c'est ça.
pour l'instant, parce que je dois m'arrêter là aujourd'hui, et juste pour faire un bilan, nous avons, selon cette conception philosophique de l'existentialisme de Sartre, comme un humanisme. Un existentialisme humaniste est centré sur l'homme. Donc, par Dieu, nature, essence, etc. L'existence précède l'essence, c'est-à-dire que d'abord nous sommes au monde et puis on construit un sens pour notre vie. Dans cette construction du sens de notre vie, c'est-à-dire aussi qu'il n'y a pas un destin préalablement défini pour chacun de nous. Não tem destino préviamente definido para cada de nós. Comme je vous ai dit, il y a ce côté de la liberté, mais il y a aussi les contraintes sociales, économiques, etc. etc. Si on peut considérer notre liberté de choix, il faut aussi considérer certaines contraintes existantes, né? Algumas contraintes, constrangimentos ou limites à ce développement personnel. En plus, chaque choix présuppose, chaque choix qu'on fait engage une responsabilité. Então, cada escolha vai engajar uma responsabilidade. Mais en même temps, nous avons la responsabilité que chaque acte sert comme un exemple pour toute l'humanité. Et en plus, dès que nous avons un choix à faire, né, desde que a gente tem uma escolha para fazer, on va expérimenter ce sentiment d'angoisse. Parce que choisir une possibilité, c'est ne pas choisir toutes les autres. C'est ça, dans la vie. Choisir un parcours académique, c'est ne pas choisir tous les autres. Choisir un compagnon ou une compagne pour la vie, c'est ne pas choisir tous les autres. Aujourd'hui, il y a ceux qui choisissent 2 ou 3 ou même 4, je ne sais pas, n'est-ce pas? Il y a le polyamour qui permet la possibilité de choisir plus d'une personne en même temps. Mais vous voyez qu'il y a la société qui contraint, qui réduit cette possibilité, comme j'avais dit donné cet exemple récemment ici. Voyons, non, je pense que c'est ça. Donc, comme vous voyez, le sujet est assez complexe et détaillé. Et je n'ai pas réussi à réserver quelques minutes pour parler de l'étranger. Donc, jeudi, dans le cours de jeudi, je vais essayer de laisser au moins la moitié du cours pour parler de l'étranger. Donc, si vous n'avez pas encore commencé à lire le livre, essayez de lire la première partie, c'est la moitié du livre. Ça fait 50 pages, plus ou moins. D'accord? Et donc, si vous commencez aujourd'hui, vous lisez aujourd'hui, mardi, vendredi, si vous lisez entre 15 et 20 pages, vous lisez la première partie du livre avant jeudi prochain. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à me poser ou c'est bon? Non, c'est bon. D'accord. Et si possible, essayez de jeter un coup d'œil sur ce texte de Sartre. Et j'ai oublié, je vais le faire cet après-midi, parce que j'ai quelques textes, quelques vidéos sur l'existentialisme aussi. Donc, je vais partager avec vous et comme ça, vous aurez aussi d'autres références pour complémenter le cours d'aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie la présence aujourd'hui. Je vais profiter que j'aurai cours maintenant de roman, mais je vais me donner 2 minutes ici et je vais
réouvrir l'activité de la problématique aujourd'hui. Donc, je vais vous donner jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 11h59, pour corriger quelque chose que vous voulez et me renvoyer l'activité plus tard. Si vous voulez, si c'est le cas. Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, merci et à jeudi. À jeudi. Salut. À jeudi. À plus. Plus.